Il existe une porte dans une ferme de la campagne bourguignonne, en France, qui est là depuis 1423. Elle mesure 1,50 m de haut. La famille qui l'a construite n'était pas exceptionnellement petite, elle était de taille moyenne pour son époque. Lorsque les historiens ont documenté cette structure pour la première fois en 1971, ils ont supposé qu'il s'agissait d'une dépendance de stockage, car aucun adulte normal ne pouvait y entrer sans se baisser. Or, c'est une chambre à coucher. C'est là que les gens ont dormi pendant 400 ans. Ce n'est pas une simple curiosité, c'est une preuve. Une preuve de quelque chose que les histoires économiques standards du monde occidental ont passé 2 siècles à discrètement masquer. Les plafonds des vieux bâtiments n'étaient pas faits pour des personnes de notre taille, car les gens n'étaient pas de notre taille. Et l'histoire de la raison pour laquelle ils ne l'étaient pas, du moment où cela a changé et de ce qui a conduit à ce changement, n'est pas celle qu'on nous a enseignée. C'est une histoire de nourriture, de pouvoir, de terre et d'une ingénierie délibérée de la rareté qui a altéré le corps humain lui-même. Bienvenue sur Écho du temps, le lieu où l'histoire se révèle sous un jour nouveau. Et si je vous disais que l'histoire de la taille humaine est bien plus complexe et troublante que ce que l'on nous a enseigné. Une histoire qui révèle comment la nourriture, le pouvoir et la terre ont délibérément façonné nos corps, et ce que cela signifie pour notre compréhension du passé. Commençons par ce que nous savons réellement. La taille moyenne d'un homme d'Europe occidentale en l'an 100 de notre ère était d'environ 1,73 m. Cela surprend la plupart des gens, car l'image populaire des médiévaux est celle de figures petites, voûtées et mal nourries. Cette image est fausse, et nous pouvons le prouver grâce au squelette. Les bioarchéologues ont mesuré des milliers de restes de cette période à travers l'Angleterre, la France, l'Allemagne et la Scandinavie. Les chiffres se regroupent de manière constante. Les hommes à l'époque viking n'étaient pas petits. Les femmes mesuraient en moyenne de 1,57 à 1,63 mètres. C'étaient des personnes qui, si elles étaient vêtues de vêtements modernes et placées dans une rue moderne, n'auraient pas semblé inhabituelles. Puis, quelque chose s'est produit. En 1400, la taille moyenne des hommes en Europe occidentale avait chuté à environ 1,65 mètres. En 1600, elle avait encore diminué pour atteindre environ 1,63 mètres. Le point le plus bas a été atteint à la fin du 18e et au début du 19e siècle, lorsque les populations européennes en voie d'industrialisation ont atteint une taille masculine moyenne de 1,60 mètres dans certaines régions d'Angleterre. Ce n'était pas une dérive progressive, mais un effondrement qui s'est étalé sur 5 siècles et qui n'a pas été réparti uniformément au sein de la population. Les pauvres ont rapetissé, tandis que les riches sont restés grands ou ont grandi. L'écart entre la taille des aristocrates et celle des ouvriers est devenu si prononcé au 16e siècle que les contemporains l'ont commenté par écrit, supposant que c'était simplement l'ordre naturel que le sang noble produise des corps plus grands. Ce n'était pas le sang noble, c'était la protéine. Le mécanisme n'est pas compliqué, mais les implications le sont. La taille humaine est en grande partie déterminée au cours des 3 premières années de vie. Les apports cruciaux sont les calories, les protéines et l'absence d'infections chroniques. Un enfant qui reçoit une nutrition adéquate pendant cette période atteint son potentiel de taille génétique. Un enfant qui n'en reçoit pas sera définitivement plus petit, quelle que soit son alimentation par la suite. Ce processus n'est pas réversible. Le retard de croissance est inscrit dans les os. Ce qui a changé entre l'an 1 et l'an 1600, c'est l'accès à ces apports, spécifiquement pour la majorité de la population laborieuse. Et ce qui a modifié cet accès n'était pas la technologie, ni la peste, ni une inévitable marche du déclin agricole. Ce qui a changé l'accès, c'était la tenure foncière. Au début de la période médiévale, les terres communales étaient une réalité fonctionnelle dans la majeure partie de l'Europe occidentale. Les familles paysannes avaient des droits de pâturage, de cueillette, de pêche. Elles élevaient des porcs, des poulets et occasionnellement une vache.
elles complétaient les céréales par des protéines animales d'une manière qui, selon les preuves squelettiques, maintenait une nutrition adéquate. Ce n'était pas la prospérité, c'était la subsistance, mais une subsistance nutritionnellement suffisante, et les os le montrent. L'enclosure des terres communales a commencé en Angleterre au 13e siècle et s'est accélérée au 15e, 16e et 17e siècle. Le processus n'était pas uniforme, mais la direction était constante. Les terres qui avaient soutenu de multiples usages par de multiples familles ont été converties en agriculture ou en pâturage à usage unique, contrôlées par un seul propriétaire, travaillées par des ouvriers qui recevaient désormais des salaires au lieu d'un accès direct aux ressources. Les porcs ont disparu, les poulets sont devenus des marchandises de marché. La protéine qui avait maintenu l'intégrité du registre squelettique a commencé à disparaître de l'alimentation des travailleurs. Il est important d'être précis sur ce qu'étaient réellement les biens communaux, car le mot a été aplati dans l'usage moderne pour devenir quelque chose de vague et légèrement romantique. Les biens communaux n'étaient pas de la charité, ni des dons des seigneurs aux paysans. C'étaient des droits légaux, attachés à des parcelles de terre spécifiques détenues par des familles spécifiques, applicables devant les tribunaux. Une famille ayant des droits communaux sur le pré du village pouvait y faire paître un nombre défini d'animaux. Une famille ayant des droits d'affouage avait le droit légal de couper du bois pour le chauffage et les clôtures. Une famille avec des droits de pêche pouvait pêcher dans des eaux désignées. Il s'agissait de droits de propriété au sens juridique plein et entier, et les familles qui les détenaient les avaient souvent tenus pendant des générations avant que quiconque ne songe à les écrire. L'enclosure était l'extinction légale de ces droits. Le Parlement anglais a adopté plus de 4000 lois d'enclosure individuelle entre 1700 et 1900 seulement. Chacune était spécifique à un lieu, une paroisse, un ensemble de champs. Chacune transférait des droits du grand nombre vers le petit nombre, presque toujours avec une compensation structurée de manière à favoriser les propriétaires fonciers et à laisser les anciens communiers avec des parcelles trop petites pour être viables ou avec des paiements en espèces consommés en une génération. La machinerie légale a été si efficace qu'en 1850, les terres communales en Angleterre avaient été réduites à environ 3% de ce qu'elles étaient en 1500. Les expériences allemandes, françaises et scandinaves ont varié dans leur calendrier et leurs mécanismes, mais la trajectoire a été la même. En France, le processus a été accéléré par la Révolution, qui a aboli les droits féodaux, mais a aussi, en pratique, accéléré la privatisation des terres qui avaient auparavant été détenues collectivement. En Prusse, des réformes explicitement conçues pour moderniser l'agriculture ont eu le même effet structurel. Des politiques différentes, une rhétorique différente, mais un même résultat. Les biens communaux se sont contractés et avec eux, l'accès aux protéines. Les historiens du mouvement d'enclosure ont documenté ces effets sur les salaires, sur la migration rurale, sur la croissance de la pauvreté urbaine. Ils ont beaucoup écrit sur la dislocation sociale qu'elle a provoquée. Ce sur quoi ils n'ont presque rien écrit, c'est ce qu'elle a fait au corps humain, car cela nécessitait de relier deux disciplines académiques distinctes, l'histoire économique et la bioarchéologie, qui ont passé la majeure partie du XXe siècle à ne pas se lire mutuellement. La connexion s'est faite lentement, grâce à des chercheurs intéressés précisément par le genre de questions qui met les départements universitaires mal à l'aise. Non pas ce qui est arrivé, mais ce qui a été fait, acquis, et si les personnes qui l'ont fait savaient ce qu'elles faisaient. L'un des articles fondateurs dans ce domaine a été publié par l'économiste Richard Steckel en 1995. Steckel avait passé des années à compiler des données squelettiques provenant de sites de sépulture à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, traquant la taille sur plusieurs siècles. Ce qu'il a trouvé contredisait si directement le récit dominant de l'histoire économique que la réception initiale fut sceptique.
Le récit affirmait que le niveau de vie avait augmenté plus ou moins continuellement depuis la période médiévale, que l'industrialisation avait élevé toutes les couches de la société, que la modernité était une amélioration par rapport à ce qui l'avait précédé. Les squelettes disaient quelque chose de différent. Ils disaient que les corps des travailleurs étaient devenus plus petits à mesure que les économies autour d'eux grandissaient. Ils disaient que la transition vers le capitalisme industriel avait pendant au moins 2 siècles détérioré les corps des pauvres. Steckel et les chercheurs qui l'ont suivi n'ont pas soutenu que l'industrialisation était une erreur. Ils ont affirmé que ces coûts avaient été supportés de manière très inégale, inscrits dans les os, les encadrements de portes et le registre physique d'une civilisation qui grandissait par le haut tout en rapetissant par le bas. Voici ce que le registre montre. Dans les régions où l'enclosure a été la plus agressive et la plus complète, le déclin de la taille a été le plus marqué. Dans les régions où les terres communales ont persisté plus longtemps, où l'accès des paysans à l'élevage a survécu, le déclin a été moins prononcé. Ce n'est pas une corrélation parfaite. La maladie, la guerre, le climat, tout cela joue un rôle. Mais le modèle est suffisamment cohérent pour que des chercheurs travaillant indépendamment en Angleterre, en France et en Scandinavie soient parvenus à la même conclusion. Les corps sont devenus plus petits lorsque la nourriture s'est détériorée. La nourriture s'est détériorée lorsque les terres ont été clôturées. Considérez maintenant ce que cela signifie pour les bâtiments. Les portes des fermes anglaises, construites avant 1400, sont en moyenne plus hautes que celles des fermes construites entre 1600 et 1800. Cela semble contre-intuitif, car nous associons les constructions plus récentes à une plus grande sophistication, à de meilleures ressources, à des techniques plus avancées. Mais les gens qui ont construit ces fermes plus tardives construisaient pour eux-mêmes et leurs familles. Et vers 1700, les familles de travailleurs en Angleterre étaient en moyenne plusieurs centimètres plus petites que leurs ancêtres 3 siècles auparavant. Ils ne construisaient pas des portes plus basses par manque d'habileté, mais parce qu'ils étaient eux-mêmes plus petits. Les plafonds suivent la même logique. Les plafonds bas des anciennes structures paysannes ne sont pas primitifs, ils sont calibrés. Ils reflètent la taille des corps des personnes qui y vivaient. Et lorsque vous comparez les structures construites par des familles laborieuses au XVIIe et XVIIIe siècle à celles construites par des familles similaires au XIIe et XIIIe siècle, la calibration s'est déplacée vers le bas. Les pièces sont devenues plus petites parce que les gens sont devenus plus petits. Les gens sont devenus plus petits parce qu'ils sont devenus plus pauvres. Ils sont devenus plus pauvres parce que les ressources communes qui soutenaient leur nutrition leur ont été retirées. Une objection est immédiatement soulevée et mérite d'être prise au sérieux. L'objection est que la corrélation n'est pas la causalité, que la taille varie pour de nombreuses raisons et que le récit de l'enclosure simplifie excessivement un processus historique complexe. Tout cela est vrai, et les chercheurs qui avancent ces arguments ne revendiquent pas une cause unique. Ils affirment que l'accès à la terre était un facteur majeur de l'état nutritionnel, que l'état nutritionnel était un facteur majeur de la taille, et que ce lien a été sous-estimé dans les histoires économiques standards, parce que ces histoires ont été écrites presque exclusivement par des personnes descendant elles-mêmes des classes qui ont bénéficié de l'enclosure. Ce dernier point n'est pas une théorie du complot. C'est une observation structurelle sur qui produit le savoir historique. Les grands historiens économiques des 19e et début 20e siècles, les hommes qui ont établi les récits canoniques du développement agricole et de l'industrialisation, travaillaient dans des institutions financées et peuplées par des familles dont la richesse provenait précisément de la période en question. Ils ne mentaient pas, ils sélectionnaient, mettant l'accent sur les gains de productivité de l'enclosure, les améliorations d'efficacité, les fondements du capitalisme industriel, sans insister sur les corps. Les os étaient là, les données étaient disponibles. Simplement, ce n'était pas l'histoire racontée.
Le renversement des tendances de la taille est lui-même instructif. Les tailles européennes et américaines ont recommencé à augmenter à la fin du 19e siècle et ont fortement progressé tout au long du 20e. L'explication standard attribue cela à l'augmentation des salaires et à l'industrialisation. C'est partiellement correct, mais incomplet d'une manière qui compte. Les apports spécifiques qui ont conduit au rétablissement de la taille étaient la consommation de protéines, la réduction des maladies infantiles et l'expansion de ce que l'on pourrait vaguement appeler des biens communaux sous leur forme moderne, systèmes d'assainissement public, infrastructures de santé publique et finalement des programmes d'aide alimentaire qui ont restauré, par l'intervention de l'État, l'accès nutritionnel de base qui avait été perdu lorsque les biens communaux originels avaient été accaparés. En d'autres termes, la solution au problème créé par l'enclosure était, à la base, une réenclosure partielle inversée. Non pas des terres communales, mais des infrastructures communes, l'État remplaçant imparfaitement et incomplètement ce que les communautés avaient autrefois détenu collectivement. La taille moyenne d'un homme d'Europe occidentale aujourd'hui est d'environ 1,78 mètres. C'est proche, et dans certaines populations d'Europe du Nord, légèrement supérieure aux tailles enregistrées dans le registre squelettique du Haut Moyen Âge. Après 6 siècles de déclin et un siècle de récupération, nous sommes revenus à peu près là où nous avons commencé. Mais les bâtiments que nous avons construits pendant les siècles de déclin sont toujours debout. Ils font partie du registre historique. Ils figurent dans les brochures touristiques, photographiés comme de charmantes reliques d'une époque plus simple. Les portes basses, les pièces exiguës et les escaliers étroits sont décrits comme pittoresques, atmosphériques, caractéristiques de l'époque. Ils ne sont pas charmants. Ils sont le témoignage de ce qui a été fait aux personnes qui y ont vécu. Chaque porte est une mesure. Chaque plafond est un point de données. Les bâtiments sont un graphique, et ce graphique montre un déclin qui a duré 500 ans, tracé précisément dans le calcaire et le chêne, et dans les colonnes vertébrales compressées de personnes qui étaient plus pauvres et plus petites que leurs arrière-grands-parents, et qui ont construit leur maison pour s'adapter au corps qu'elles avaient. Le diapason de Beethoven repose dans une vitrine de la British Library. La porte de la ferme bourguignonne est toujours là, toujours haute de 1,50 mètres. Tous deux contiennent des fréquences que le monde moderne a cessé de lire correctement. Tous deux vous disent quelque chose, si vous êtes prêt à regarder ce qu'ils sont réellement. Les plafonds n'étaient pas faits pour des personnes de notre taille. Ils étaient faits pour les personnes qui étaient là. Et la question qui mérite d'être posée n'est pas pourquoi ces gens étaient si petits, mais ce qui leur a été enlevé pour qu'ils le deviennent.